Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart for Change pour rester à l'écoute des marchés. Chaque jour, du lundi au vendredi, vous nous retrouvez à 20h30 si vous nous suivez à la télévision via vos box et vous nous retrouvez en parallèle tous les jours également en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, des prises de profit un peu généralisées sur les grands trades gagnants de ce début d'année 2025. Ainsi, on voit l'euro-dollar qui redescend d'un petit cran sous 1,09. On voit également les actions européennes ou encore les actions asiatiques et chinoises ce matin qui rendaient un peu de performance. Le CAC est en baisse d'à peine 1% aujourd'hui. Et à l'inverse, on tente de racheter timidement les actions américaines dans le sillage de la réunion de la Réserve fédérale américaine hier soir, qui a été plutôt perçue comme étant encore accommodante, si je puis dire. C'est la réaction de marché qu'on a pu observer, notamment sur les marchés obligataires ou encore sur les marchés d'actions américains. Mais le niveau d'incertitude a tellement augmenté, que ce soit pour les risques sur la croissance à la baisse ou les risques sur l'inflation à la hausse, que les perspectives offertes par la Réserve fédérale américaine et Jérôme Powell sont sans doute de plus en plus fragiles sur la suite. La Fed qui continue de signaler à travers son nuage de points deux baisses de taux peut-être au cours de cette année 2025, mais tout dépendra évidemment de la conduite de la politique économique par Donald Trump et ses équipes, avec un rendez-vous désormais bien identifié, la date du 2 avril, qui sera la date de jour de libération de l'Amérique, nous dit désormais Donald Trump. On inscrit cette date dans le narratif politique de Donald Trump, bien sûr, avec la perspective de tarifs dits réciproques, sans qu'on ait pour l'instant beaucoup de précision sur les contours de ces tarifs et la manière dont il pourrait être designé pour le reste du monde. Voilà pour la situation de marché aujourd'hui. Discussion à suivre bien sûr sur ces sujets. La Fed, l'Europe qui change de visage avec nos invités dans quelques instants. Et puis sur le plan des entreprises, on notera une lourde chute aujourd'hui sur le marché parisien. La chute de Sodexo qui a publié en avance ses résultats et qui annonce une baisse de ses objectifs sur les prochains mois et les prochains trimestres. Sodexo qui réalise plus de 40% de son chiffre d'affaires en Amérique du Nord, une zone qui s'est considérablement affaiblie en termes de croissance sur le trimestre écoulé. Pauline Gratel vous apportera plus de détails dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir, nous nous focaliserons sur les actions chinoises, le nouveau souffle des actions chinoises qui enregistre un rebond spectaculaire depuis le dernier point bas du mois de janvier, et notamment les actions offshore sur le marché de Hong Kong. L'indice de Hong Kong, Hang Seng, a bondi de plus de 25% sans doute depuis le point bas de janvier. Nous serons avec un spécialiste des actions asiatiques et chinoises, Sébastien Djaoui, qui sera notre invité dans ce dernier quart d'heure, donc gérant actions à la financière de l'Échiquier. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Les indices actions en Europe marquent le pas aujourd'hui. Oui, après 4 séances de hausse, le CAC 40 consolide, sans doute victime de quelques prises de profit. Aujourd'hui, l'indice parisien tourne autour de 8100 points. Le DAX cède plus de 1% au cours de la séance et le Stoxx 600 évolue dans le rouge également. Côté américain, les indices évoluent à la hausse après que la Fed a opté hier soir pour un statu quo, laissant ainsi son taux directeur inchangé à 4,50%. La Fed, effectivement, qui souligne une période d'incertitude envahissante. Oui, une incertitude engendrée par la politique de Donald Trump. La Fed revoit ainsi à la baisse ses prévisions de la croissance américaine de cette année à 1,7% contre 2,1% auparavant. À l'inverse, les perspectives d'inflation ont été revues en légère hausse à 2,7% à cause de l'impact que pourrait avoir la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump. Mais pour autant, la Fed envisage toujours 2 baisses de taux cette année. D'autres banques centrales se prononçaient ces dernières heures et notamment aujourd'hui avec par exemple la Banque nationale suisse. Oui, la Banque nationale suisse annonce une baisse de 25 points de base de son principal taux directeur, le ramenant ainsi à 0,25%. C'est la 6e baisse consécutive pour la BNS qui a également revu ses prévisions d'inflation en légère hausse, plus 0,4% pour cette année. On attendait également la Banque d'Angleterre aujourd'hui qui a maintenu son taux directeur inchangé à 4,50% et prévoit toujours une approche graduelle et prudente
pour de futures baisses des taux. Quels sont les équilibres qu'on observe sur les marchés obligataires après toutes ces décisions de Banque centrale, Pauline? Alors après la décision de la Fed, le dollar reculait légèrement hier soir mais regagne un peu de terrain aujourd'hui face aux grandes devises et l'euro-dollar s'établit autour de 1,0820. Sur le marché obligataire, le rendement américain à 10 ans cède d'une dizaine de points de base depuis hier soir à 4,20%. En Europe, le rendement allemand à 10 ans se détend autour de 2,75% et le spread franco-allemand évolue à environ 70 points de base. L'actualité des entreprises avec pour commencer Sodexo qui dévisse littéralement aujourd'hui. Oui, Sodexo plonge de 20% au cours de la séance, une chute presque historique après avoir publié ses comptes semestriels par surprise en avance et révisé à la baisse les perspectives de son exercice 2024-2025. Le groupe de restauration collective subit un très fort ralentissement de la croissance en Amérique du Nord alors que cette région représente 44% de son chiffre d'affaires. Sodexo publiera ses comptes du premier semestre définitif le 4 avril prochain. À l'inverse, on notera le bond d'Eurofins en tête du CAC 40 ce soir. Oui, le titre est en hausse de 8% après l'annonce d'un 5e programme de rachat d'actions pour un montant maximal de 4,5% du capital social. Ce programme commence aujourd'hui et se terminera le 19 mars 2026. Et puis, on suit également les derniers développements autour de Nvidia qui tient cette semaine sa grande conférence annuelle. Oui, et dans la continuité de Nvidia qui présentait hier ses nouvelles puces, Jensen Huang a annoncé lors d'une interview investir des centaines de milliards de dollars dans les puces made in USA au cours des 4 prochaines années. Le titre ouvre en hausse de 1%. Quels seront les rendez-vous de demain sur les marchés pour finir la semaine, Pauline? Demain, ce sera une journée d'échéance, la séance des 4 sorcières sur les marchés avec l'arrivée à expiration de plusieurs produits dérivés. Et du côté des résultats, les investisseurs arbitreront ceux de Nike, FedEx et Micron, publiés ce soir après la clôture des marchés. Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Vincent Juvin, c'est à nos côtés, stratégiste chez JP Morgan Asset Management. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire, bonsoir à tous. Julien Pierre Nouan, directeur des études de la gestion diversifiée de Lazare Frères Gestion, nous accompagne également. Bonsoir Julien Pierre. Et nous accueillons à nos côtés enfin Zakaria Darwish, responsable des solutions d'investissement taux et crédit chez CPR Asset Management. Bonsoir Zakaria. Bonsoir. Merci d'être là, ravi de vous retrouver tous les trois, messieurs. C'est la question. Alors je voulais glisser en off avant de démarrer l'émission, mais la question étant de savoir si la Fed a été hawkish ou dovish hier soir, Zakaria. Alors, vous avez eu le temps de réfléchir, du coup. Si on regarde la réaction du marché, baisse des taux d'intérêt, resserrement des spreads de crédit, marché action en hausse, la première conclusion qu'on peut en tirer, c'est que les différents intervenants de marché ont une lecture plutôt dovish de la Fed, avec ce qu'on appelle le fameux put Fed qui s'est mis en place, c'est-à-dire que la Fed va être là, sous moindre ralentissement économique, pour imprégner une politique monétaire plus expansionniste et soutenir ainsi l'économie. Voilà, tout à fait. Après, en fait, on peut avoir une lecture si on prend uniquement les projections des membres de la Fed, indépendamment du discours de Powell qui a en fait accentué ce côté dovish, on peut se questionner sur cette interprétation. Notamment, on voit que donc la croissance, bien entendu, a été révisée à la baisse, en dessous du potentiel, à 1,8 sur l'horizon de prévision. Mais on voit aussi que l'inflation a été revue à la hausse, l'inflation corps notamment, et avec le mot-clé d'hier, c'est l'incertitude. Avec une incertitude, 18 répondants sur les 19 du membre de la Fed ont répondu qu'ils avaient une incertitude sur ce forecast et cette incertitude n'est pas symétrique. C'est une incertitude à la hausse de l'inflation. C'est-à-dire qu'ils s'attendent à ce que l'inflation arrive à 2% en 2027, mais ils s'attendent mais le risque, c'est que ce soit plus. C'est que ça soit plus. Ouais. Donc en fait, c'est plutôt si on se limite à ces données chiffrées qui sont clairement objective, eh bien en fait c'est plutôt un meeting de la Fed qui est plutôt hawkish, dans le sens où la Fed aura peut-être les mains liées, même en cas de ralentissement, que ce soit de facteurs économiques structurels ou de la guerre commerciale qui s'annonce,
la Fed ne pourra peut-être pas être aussi active qu'elle le voudrait s'il y a ce sujet d'inflation. La pire de toutes les situations pour une banque centrale, c'est celle peut-être que signale la Fed, en tout cas dans les risques qui pourraient se matérialiser, avoir moins de croissance que ce qu'on anticipe, alors qu'on a déjà baissé les perspectives de croissance, et plus d'inflation que ce qu'on projette, alors qu'on a déjà relevé nos projections d'inflation. Voilà, tout à fait. Parce que et dans quel cas, dans ce genre de cas, on n'est pas sûr de savoir si la Fed baisserait ses taux parce que la croissance est inférieure à ses propres anticipations, ou si elle les monterait parce que l'inflation est supérieure à ses propres anticipations. Bien, historiquement, on pourrait penser que la Fed privilégierait, en fait, même s'il a un mandat dual sur l'inflation et la croissance, pourrait privilégier l'inflation si on voit un désancrage qui est marqué. Ah oui. Beaucoup citent l'enquête de Michigan de la semaine dernière, mais s'il y a des biais énormes entre votants démocrates et républicains, si on a dans ces scénarios de telle sorte, la Fed clairement privilégierait en fait la limitation de désancrage des anticipations d'inflation. Ce que la Fed peut tolérer, c'est que les anticipations d'inflation à terme augmentent un peu. Le désancrage est problématique. Et on peut le voir, par exemple, en 2022, ouais. où on pensait que finalement, la hausse forte des taux de la Fed va créer une récession aux États-Unis. Dans ce cas de figure-là, la Fed a quand même choisi de monter ses taux une fois qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait ce désancrage qui commençait à se mettre en place. Donc on peut penser que dans ce scénario-là, la Fed va aller dans ce sens. Est-ce que le président Trump laisserait la Fed faire ça ? C'est une autre question. Oui, on reviendra à Trump. Non, mais l'idée qu'il puisse y avoir une nouvelle bosse d'inflation, notamment liée aux tarifs, ça a été évidemment au cœur du sujet de la conférence de presse de Jérôme. Pourquoi pas ? On peut le tolérer, mais il ne faut pas que les anticipations d'inflation se désancrent sur ces questions tarifaires. Voilà, et je pense que c'est pour ça que la Fed met l'accent, d'ailleurs la Fed et toutes les banques centrales qui ont pu communiquer là-dessus, mettent l'accent sur leur interprétation et leurs calculs, leurs estimations sur le fait que l'impact des barrières douanières va être un one-off. Si on commence tout de suite à communiquer pour dire que finalement, en fait, cet impact va être potentiellement à long terme, on peut inciter les différents acteurs économiques à désancrer quelque part ces anticipations d'inflation. Et on retrouve donc le qualificatif transitoire qui a été à nouveau utilisé par Jérôme Powell hier soir pour qualifier l'idée d'une bosse d'inflation liée aux tarifs. Notre scénario central à ce stade est que cette bosse d'inflation pourrait être transitoire. Julien Pierre, sur la Fed. Oui, c'est vrai pour résumer sur la Fed, je pense que dans un contexte très incertain, ils essaient de se ménager toutes les voies possibles. Les dots nous disent effectivement, si on a une croissance qui tient, on a ce sujet d'inflation, eh bien on va rester peut-être sur ce scénario de baisse. Peut-être moins, ça s'est joué à pas grand-chose, d'avoir seulement une baisse en scénario médian, ça s'est joué à un votant. En fait, je pense que la question, on peut aussi la poser de la manière suivante, c'est de savoir où est le niveau d'activation du put de la Fed. Bien sûr. Il y aura un put de la Fed, c'est-à-dire que la Fed ne laissera pas l'économie américaine se cracher, même s'il y a un sujet d'inflation. Maintenant, le seuil à partir duquel il sera activé est peut-être plus bas que ce qu'il a pu être par le passé. En 2018, on avait eu une baisse du marché de 20% qui avait fait effectivement se changer de braquet la Fed. À l'époque, Jérôme Powell disait qu'ils étaient un peu en pilote automatique dans les hausses de taux. Et puis, quelques mois plus tard, non, on repart à la baisse de taux parce qu'il y a eu ce gros choc sur les marchés. Mais il n'y avait pas de sujet d'inflation à l'époque. Même si on avait effectivement les droits de douane. C'est vrai qu'en théorie, les droits de douane, c'est un choc, un one-off sur les prix. Maintenant, ça vient après une période où l'inflation a quand même été pendant assez longtemps forte. Donc, ça fait partie... l'accumulation de chocs peut faire qu'on a un décalage des anticipations. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde les enquêtes aujourd'hui, encore aujourd'hui dans le FIDI-Fed sur les composants de prix, ça accélère fortement. Ouais. Donc, je pense que ça va être un sujet. Il y a aussi d'autres volets de la politique Trump à prendre en compte. La lutte contre l'immigration, ça resserre aussi le marché du travail. Donc, est-ce que les salaires ralentiront aussi fortement que ce qu'ils avaient fait grâce à cette grande arrivée de main-d'œuvre en 22-23 ?
ça va aussi faire partie des sujets qui vont être importants pour cette question de l'inflation et donc, in fine, de la Fed pour les marchés. Trump, ça reporte, ça décale dans le temps le retour à l'objectif d'inflation de la Réserve fédérale américaine, c'est ça? Oui, sans doute. Et déjà, on le voit, hein, lorsqu'on regarde les chiffres d'inflation, l'inflation core, elle s'est en fait stabilisée sur un niveau qui est plutôt 2,5-3 que les 2% de la Fed. Si on est autour de 2,5, je pense que c'est tolérable pour la Fed, mais si on se stabilise et qu'on voit des signes de réaccélération, une inflation qui se mettrait à réaccélérer vers les 3 en glissement annuel, ça serait sur l'inflation core, je pense que ça serait assez compliqué pour la Fed. Et là, le risque d'inflation concerne les prix des biens, c'est ça? Ce sont les biens de consommation notamment dont les prix pourraient repartir à la hausse. Alors que là, on était très focalisé sur une inflation domestique de services. Là, le risque va porter sur l'autre partie de l'inflation, c'est ça? Oui, tout à fait. Et puis, il y a un autre facteur aussi à prendre en compte, c'est que lorsqu'on regarde le marché de l'immobilier, et notamment sur l'habitat collectif, on a eu une bosse d'arrivées sur le marché de biens qui ont aidé aussi à résoudre les tensions de ce marché immobilier. Il y a quand même eu moins de mise en chantier récemment, donc est-ce qu'on ne risque pas de retendre un peu le marché du logement, qui a été aussi une composante importante de l'inflation des services? Donc oui, le sujet de l'inflation n'est pas totalement résolu et il risque même de revenir au premier plan pour la Fed. Bon, qu'est-ce que vous retenez de la conférence de Jérôme Powell hier soir, bien sûr, Vincent, et de ce qui va faire bouger la fonction de réaction de la Fed là, dans les prochains mois et les prochains trimestres? Alors, tout en souscrivant à ce qu'ont évoqué Zaccaria et Julien Pierre, je pense que, en effet, les marchés ont clairement une interprétation dovish de cette réunion. Je pense que, et même si je souscris à cette idée que l'inflation restera évidemment un des paramètres centraux pour la Fed, on se rend quand même compte que l'économie américaine a reçu un choc, en tout cas de confiance, qui est quand même important, notamment sur les services. Enfin, les PMI services sont quand même fortement baissés. C'est quand même assez spectaculaire, je trouve, notamment sur la partie de l'économie qui devait répondre positivement à l'arrivée de Donald Trump en l'occurrence les petites et moyennes entreprises. La baisse de l'indicateur confiance NFIB était tout à fait importante. Et puis, le moteur de l'économie américaine, les consommateurs, ne savent plus non plus à quel sens vouer, notamment en raison des craintes sur l'inflation. Donc, je pense que certes, historiquement, c'est vrai que cette inflation est un paramètre important. J'y vois plutôt une bosse temporaire, en effet. Le risque, il est peut-être, comme Julien Pierre l'évoquait, sur le marché du travail. C'est vrai que les tensions induites par la politique migratoire, là, pourraient amener quelque chose de plus durable dans cette inflation. Et c'est sans doute quelque chose auquel il faudra être plus vigilant. Mais on a revu, nous, comme l'a fait, sensiblement nos perspectives de croissance à la baisse. C'est quand même de 2,1 à 1,7 sur 2025. C'est une forte révision à la baisse. Donc voilà, chez nous, on est même en delà d'un 7, alors qu'on avait en décembre encore une estimation à presque 2,5. Donc le choc sur le premier trimestre, il va quand même être tout à fait significatif. Et il touche des moteurs économiques qui ont été importants et relativement contributeurs ces derniers mois. Donc moi, j'en retiens quelque chose de dovish à juste titre, ou en tout cas, j'apporte en tout cas un regard un peu contrariant, même si je suis assez d'accord avec ce qu'évoquait Zaccaria, que la croissance, ça pourrait vraiment être un sujet de préoccupation aussi aux États-Unis dans ce contexte-là. Maintenant, gardons à l'esprit qu'on a un peu le mauvais Trump ici en début d'année et que c'est un petit peu les mauvais côtés de son agenda, qui reste quand même évidemment des mesures fiscales qui doivent être reprendre plus tard cette année et qui pourraient là redonner un petit peu plus d'enthousiasme, notamment. On n'a eu que le bâton pour l'instant. Sur la fiscalité des investissements en recherche et développement, sur la fiscalité tout court. Donc là, on pourrait peut-être avoir, je dirais, un petit peu quelque chose de plus positif. Mais voilà, je retiens en tout cas, comme les marchés aujourd'hui d'ailleurs, plutôt l'aspect positif de cette politique monétaire où les baisses de taux sont quand même assurées pour cette année compte tenu du trou d'air économique auquel on fait face. Oui, c'est quand même un point de révision à la baisse pour la croissance américaine là en quelques mois avec le choc de confiance. Rien que le choc de confiance et d'incertitude justifie qu'on enlève un point de croissance sur l'année pour l'économie américaine. C'est ce que Donald Trump appelle une période de transition, un régime où on passerait de croissance au-delà du potentiel. Ça fait quoi ? Au moins 2 ans que l'économie américaine, trimestre après trimestre, est au-dessus de son potentiel, pour revenir pendant quelques trimestres au moins sous le potentiel. C'est ça, une période de transition. C'est une transition turbulente. Et alors, paradoxalement... Parce que si c'est 1,5, c'est pas si mal encore. Après oui, mais ça peut être peut-être, pourquoi pas, plus faible, j'en sais rien. Comme on l'a évoqué, c'est que c'est conjugué évidemment avec une inflation qui remonte. Donc c'est vrai que pour l'électorat de Donald Trump, ou les Américains de manière générale, c'est évidemment, en tout cas, une transition plutôt
plutôt difficile à avaler. Donc c'est vrai que cet électorat va se retrouver squeezé des deux côtés. C'est moins de création d'emplois, moins d'activité économique et un coût de la vie qui reste élevé, un coût de l'immobilier qui reste élevé. Donc c'est vrai que ça va être quand même, en tout cas pour la base électorale de Donald Trump, ça va quand même être plutôt difficile à avaler à mon avis comme pilule. Et oui, je trouve qu'objectivement, ça semble pas l'alerter, ni Wall Street, ni Main Street pour l'instant. On verra un petit peu qui finalement fera bouger Donald Trump dans les mois prochains. Quelle est sa fonction de réaction? Mais enfin voilà, il faudra, après le bâton, il faudra quand même venir avec un certain nombre de carottes, je pense. Mais c'est enfin, peut-être la stratégie. Le séquençage a peut-être été imaginé comme ça. En tout cas, la seule certitude qu'on a, et c'était une des incertitudes de décembre, est-ce que finalement les discussions tarifaires sont une technique de négociation ou une réelle menace? Il y a quand même un petit peu plus des deux. On voit quand même qu'il y a moyen, en tout cas, de négocier avec Donald Trump. Il faut trouver les bons mots. Alors, le Canada ne les a pas tout à fait trouvés. Le Mexique a été un petit peu plus fin dans la matière. On verra si l'Europe, finalement, dans ce contexte-là, trouve une voie aussi pour sortir de la crise. Moi, j'avais pas de doute que le Trump transactionnel existait toujours. Là où je suis surpris, c'est que je trouve qu'il y a quand même une vision un peu plus dogmatique, en tout cas chez certaines personnes qui l'entourent à des postes économiques clés, pour nous dire que les tarifs, c'est là pour durer, que oui, ça peut jouer dans la négociation, mais que c'est aussi demain une source de revenus pour l'État fédéral américain, que c'est une manière de remettre le système monétaire mondial aussi à l'avantage des États-Unis. Ils sont persuadés que le système leur est défavorable, que ce soit le système commercial ou le système monétaire. Donc il y a aussi quand même... mais en attendant, je pense qu'en Europe et en Asie... Un truc un peu structurel dans la pensée autour des tarifs. Et merci Trump et merci pour cette vision, parce qu'aujourd'hui, on voit que dans les deux autres grandes économies mondiales, Chine et Europe, ce qui se passe aux États-Unis a forcé les autorités à prendre leur avenir en main. Et je dirais, en Europe, on le sent très bien avec les décisions allemandes et les futures décisions européennes. Mais on l'a vu en Chine aussi, qui s'est réveillé également sur le soutien à la consommation. C'est tout à fait inouï. C'est le mauvais Trump pour les États-Unis, mais c'est le bon Trump pour le reste du monde pour l'instant. Voilà, parfois à voir. Trump et Powell, vous le disiez d'un mot tout à l'heure. Moi, il l'a plutôt laissé tranquille jusqu'à présent. Alors hier, il met un petit tweet, Trump, pour dire il faut que la Fed baisse les taux, etc. Bon, son objectif de marché, c'est la baisse des taux longs. Les taux longs ont baissé hier. D'une certaine manière, Jérôme Powell a quand même... n'est pas monté au créneau ou en confrontation brutale avec Trump à ce stade. C'est peut-être aussi, peut-être la casquette de Powell pendant la conférence de presse. On peut interpréter ça également comme une motivation pour essayer de garder quelque part cette indépendance par rapport à l'exécutif Aujourd'hui, je pense que Trump laisse tranquille Powell parce qu'on n'est pas dans une situation conflictuelle où la Fed devrait privilégier l'inflation sur la croissance. Et tant qu'on est dans ce schéma-là, on peut s'attendre, bien entendu, Trump, on connaît le personnage, donc on peut s'attendre à quelques sorties, mais que globalement, il n'y a pas d'interférence. La question va se poser vraiment si on se retrouve dans ce scénario de risque où l'inflation réaccélère. Tant que ce n'est pas le cas, on va rester dans 1-2 baisses par an sur l'année. Il n'y a pas de sujet. J'entends. Il aura des baisses de taux. Le fait que Jérôme Powell annonce un ralentissement de la réduction du bilan de la réserve fédérale américaine, alors sur la partie trésorerie qui courait à 25 milliards par mois, on ne va plus réinvestir que 5 milliards, c'est ça si je dis, exactement. On ne va plus prendre que 5 milliards au marché. Voilà. Oui, c'est ça. Donc en fait, sur la réduction de bilan. Donc, on était sur un système où en gros tout ce qui tombe, on le réinvestit. Et puis après, en fait, on a capé cela pour enlever en fait 25 milliards par mois. C'est ça. Et là, dorénavant, la Fed va enlever que 5 milliards par mois. En citant des tensions sur le marché monétaire, sur la tuyauterie, on va dire, du marché monétaire. Donc, l'élément positif, c'est que le marché va avoir à absorber moins de trésoreries. En gros, 20 milliards par mois sur les 9 mois. Donc, ça fait 180 milliards sur l'année. C'était nécessaire d'annoncer ce genre de ce genre d'opération technique, entre guillemets. Il dit que ce n'est pas de la politique monétaire. Il ne veut pas en faire un outil de politique monétaire. Mais bon, ça soulage quand même, vous disiez, le marché de 180 milliards. Exactement, oui. En fait, on voyait quelques micro-tensions sur le marché, mais rien qui ne poussait à une réaction, on va dire, tout de suite. C'est peut-être aussi pour contrebalancer l'effet des annonces, des projections. Mais en gros, ça fait 180 milliards de moins. Donc,
ça contribue nécessairement à la baisse des taux et ça va également dans le bon sens, dans ce sens-là. On a vu la baisse des taux longs hier, sans doute liée aussi à cette annonce de la Réserve fédérale américaine. Qu'est-ce qui nous attend le 2 avril, Julien Pierre ? Bonne question. Au-delà du fait que ce sera donc dans le narratif politique de Trump le jour de libération de l'Amérique, désormais. Une date sacrée, là. Voilà, donc pour rappel, début avril, Donald Trump reçoit un rapport sur les pratiques commerciales des autres pays, rapport qui devrait donner un peu une base pour annoncer de nouvelles mesures. Donc est-ce que ce seront ces fameux droits de douane réciproques? Et si oui, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que c'est au niveau du pays en moyenne, par catégorie de produits? Il y a beaucoup de flou là-dessus, hein. On a très peu de détails. Et puis, et donc, on va voir. Et il faudra voir aussi, dans un deuxième temps, comment les autres parties répondent. Est-ce que c'est une réplique à la chinoise, donc très mesurée par rapport à ce qui a été fait, ou une version un peu plus maximaliste, comme ce qu'a pu faire le Canada jusqu'à présent? Et plus les réponses sont fermes, plus le risque d'escalade est important, plus le risque perdant-perdant est important à l'arrivée. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses, Julien Pierre. Il peut y avoir plein de bonnes raisons d'être ferme face aux tarifs de Trump, mais ça peut avoir aussi un coût économique. Ça a un coût économique, évidemment. Ça a un coût économique pour les deux parties. Beaucoup pour les États-Unis. Lorsqu'on regarde les simulations qui sont faites par les instituts spécialisés dans le commerce international, disent que de ce contexte de guerre commerciale, les deux grands perdants, ça reste quand même les États-Unis et la Chine. Alors, à condition d'avoir effectivement des augmentations réciproques. Et finalement, l'Europe pourrait finalement pas trop mal s'en sortir parce que, mine de rien, le renchérissement des importations américaines, c'est aussi le renchérissement, in fine, des exportations américaines qui utilisent des intrants venant du reste du monde. Ah, bien sûr. Ouais. Bon. Sur le risque de guerre tarifaire généralisée, pour l'instant, c'est que de la spéculation. Mais le 2 avril, visiblement, il va quand même se passer quelque chose, Vincent. Oui, alors moi je pense qu'en Europe on a quand même aussi un petit peu de soucis à se faire aussi par ailleurs, mais oui, on verra un petit peu ce qu'il en est. On a quand même un excédent commercial qui continue à croître des États-Unis, donc c'est quelque chose qui va certainement pas être très bien perçu à Washington, donc prudence. Alors on temporise, là l'Europe aussi. On a décalé un peu la réponse. Voilà. On va avoir une première phase de réponse dès le début avril, et finalement on verra plutôt mi-avril. On marche sur des œufs en Europe, puisque il faut pas oublier qu'on a quand même aussi un petit peu compliqué la vie d'un certain nombre d'entreprises américaines, avec nos sanctions sur les géants de la tech, avec nos normes, notre réglementation dans beaucoup notre cathédrale normative. Dans beaucoup de domaines. N'oublions pas non plus, moi, un de mes sujets de prédilection, qu'on a quelque chose qui est en gestation pour le 1er janvier 2026, qui est la mise en application de notre Carbon Border Adjustment Mechanism, qui est finalement un tarif vert, mais néanmoins un tarif. Et, TVA, taxe carbone, tout ça c'est vu comme un tarif par l'administration Trump. Et ceux qui ont le plus à perdre là, c'est les Américains, parce que les Chinois, ils taxent quand même déjà un peu le carbone, les autres aussi, les Américains, c'est zéro, à part certains États, mais c'est ridicule. Donc, nul doute que dans ce rapport qu'il lui a délivré, on lui, en tout cas, annoncera quand même un peu la couleur que l'Europe est en train de préparer ceci et que c'est quelque chose qui, évidemment, va tomber un petit peu mal pour les Américains. Donc, prudence, certainement pour les économies exportatrices, inflation aux États-Unis, mais chez nous, il y a quand même certainement, dans certains secteurs clés, des questions à se poser. Malheureusement pour la France, c'est vrai que je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai que quand il y a un peu des barrières tarifaires qui augmentent, c'est toujours le vin ou c'est l'huile d'olive italien ou c'est ainsi de suite. Il y a un peu comme ça des totems en termes de barrières tarifaires. Il n'y a pas d'autres termes. C'est Harley Davidson de l'autre côté. Voilà. Donc, mais pour certains secteurs, certaines catégories de produits, c'est évidemment quelque chose à suivre avec grande attention. Bon. Restons sur l'Europe, si vous voulez bien, Vincent. Oui, donc il y a le risque Trump, évidemment, à compter du 2 avril. Et puis, il y a le risque positif généré par une Allemagne qui a pris un virage budgétaire historique. On raconte ça depuis 15 jours, tous les jours dans cette émission, mais je veux continuer d'en parler parce que je pense que c'est un moment important. Oui, c'est fantastique. Alors, c'est fantastique. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça change pour l'Allemagne? Qu'est-ce que ça change pour l'Europe? Qu'est-ce que ça change pour l'investisseur et la manière dont il regarde l'Europe, dont il regardera l'Europe demain par rapport à la manière dont il pouvait regarder l'Europe hier?
Je trouve que c'est vraiment un tournant. Alors moi, objectivement, c'est quelque chose que je n'attendais plus. J'étais finalement un pessimiste structurel sur l'Europe parce que je ne la voyais pas à la hauteur. Alors l'Europe institutionnelle est quand même encore un peu à la traîne sur ce dossier, même si REARM et autres sont des bonnes initiatives, mais elles sont quand même un petit peu vides lorsqu'on creuse un petit peu. Ce que fait l'Allemagne est évidemment tout à fait tangible. C'est quelque chose qui va amener la plupart des analystes à revoir à la hausse le potentiel de croissance de l'Allemagne de manière assez substantielle. On réalise, nous, chaque année des hypothèses de marché à long terme. On verra de combien on l'augmente pour l'Allemagne, mais enfin, ce sera quand même significatif. L'Allemagne redevient la locomotive économique de l'Europe alors qu'elle était un petit peu le maillon faible. Ces dernières années, c'était plutôt le pays malade en Europe. C'était le seul pays européen qui avait les moyens et le devoir d'investir. Ils le font et ils en tireront dans leur sillage un certain nombre d'autres pays. Par ailleurs, je note que dans la coalition allemande, il y a quand même un peu cette dimension européaniste qui est quand même également qui va de pair avec ce programme d'investissement. Donc c'est doublement intéressant à l'heure où d'autres pays sont quand même plus contraints dans leur capacité de relance budgétaire. Je ne vise ici personne, mais enfin, on sent évidemment qu'en France, en Italie, en Belgique, évidemment, on ne va pas pouvoir en faire autant et il y aura certainement un appel d'air assez significatif derrière. Donc oui, et on voit d'ailleurs, ça fait qu'aujourd'hui à Washington, à Hong Kong ou autre, la perception, ou au Japon, la perception de l'Europe a quand même changé. On le disait l'an passé, il y avait un certain nombre de prérequis pour que l'Europe puisse reperformer. Il fallait déjà qu'on ait une espèce de paix en Ukraine. On l'a toujours pas, mais on parle de cessez-le-feu ou de paix tant à Moscou qu'à Washington qu'à Kiev. Donc d'une manière ou d'une autre, on aura bien quelque chose qui... Enfin, c'est programmé par Trump. En tout cas, ça fait partie de son... Voilà. Et puis, une coalition pro-croissance en Allemagne. Et là, on a trouvé un artifice constitutionnel, ou en tout cas un artifice politique, que pour faire passer cela. Et là, c'est vraiment ça change le statut des actifs européens pour des investisseurs globaux anglo-saxons qui... se demandais vraiment ces dernières années si ça méritait de regarder l'Europe. À certains égards, oui, parce que qu'est-ce qu'on a eu ces dernières années ? Alors, sur la croissance allemande, qui, notamment sur les infrastructures, relançait l'industrie en Europe, qui était quand même un peu cette partie deep value. On voit que l'industrie est parmi les meilleurs secteurs depuis début de l'année en termes de performance en Europe. Donc là, on va distiller évidemment des investissements tout au long de la décennie à venir et veiller à ce que ces investissements trouve essentiellement le chemin vers l'industrie européenne. On en parlait hors plateau, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, à chaque euro dépensé en défense en Europe part pour plus de la moitié hors de l'Europe. Donc il faut quand même essayer de veiller à ce qu'il y ait un peu ce patriotisme, en tout cas en termes de dépenses de défense. Donc ça, c'est une bonne chose, je pense. On parle de dérégulation. On l'a vu notamment pour le secteur automobile, qui crie depuis des années que les normes CO2, c'est quelque chose qui les pénalise, à tel point qu'ils sont obligés d'acheter des crédits carbone à Tesla, par exemple. Donc là aussi, cet alignement des astres fait qu'il y a quand même aujourd'hui une perception de l'Europe qui, tant d'un point de vue, je dirais, géopolitique, macro-politique et autres, est déjà plus appétante. La valorisation, on le savait, mais il se passe quelque chose aujourd'hui dans les secteurs qui étaient restés en retrait. Et on a quand même toujours une BCE qui, au contraire de la Fed, a encore relativement une voie royale pour continuer à être relativement gentil avec le marché. Oui, on verra, on la voie royale. Et nos banques s'en réjouissent. Et voilà. Donc oui, je pense qu'il y a réellement, en tout cas, matière aujourd'hui d'être plus optimiste sur l'Europe grâce à ce qu'a fait l'Allemagne. L'Europe, les actifs européens peuvent redevenir stratégiques, structurels dans des portefeuilles avec tout ce qui se passe aujourd'hui, Julien Pierre ? Vu les mouvements sur les années passées de flux qui sortaient un peu systématiquement de l'Europe, les investisseurs qui, en décembre dernier, se demandaient encore « mais pourquoi avez-vous de l'Europe dans les portefeuilles ?» Je pense qu'effectivement, là, on est sans doute dans une première phase de mouvement de balancier, un peu correction de cet excès de pessimisme de la fin de l'année dernière qui était arrivé à un niveau extrême. Après, c'est clair, je suis d'accord avec Vincent, que les perspectives de moyen terme sont clairement améliorées. Parce que pour l'Allemagne, ça devenait urgent. Je rappelle qu'en volume, le PIB allemand du dernier trimestre, ça nous ramenait à 2019. Ouais, c'est ça. 5 ans sans croissance. Donc on a différents volets, la défense, l'infrastructure, aussi l'assouplissement du déficit pour les collectivités, enfin pour les lenders. Donc ça, c'est... et mine de rien aussi des choses qui peuvent être assez intelligentes. C'est-à-dire que tout le monde a dit oui, mais est-ce qu'on a la capacité d'augmenter la production d'équipements militaires comme ça, Rheinmetall répond on peut récupérer les usines de Volkswagen dont ils n'ont plus besoin. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses. Après, ce qu'il faudra bien avoir en tête, c'est le séquençage. Et le séquençage, il n'est pas immédiat. C'est-à-dire que
Tout ça, ça va sans doute commencer à être visible dans les chiffres plutôt vers la fin de l'année 25 et clairement en 26. Avant, il y a effectivement, comme l'a dit Vincent, la menace des droits de douane de Trump qui pourrait arriver, mettre un petit coup de froid sur la confiance en Europe. Donc voilà. Et donc, c'est vrai que l'enthousiasme du marché à court terme, est-ce qu'il ne peut pas être un peu douché par ces annonces de droits de douane ? Peut-être, mais par contre, ça créerait clairement des points d'entrée pour une phase beaucoup plus favorable. Un trou d'air là sur les actifs européens. Beaucoup est dans les prix. Enfin, les prix ont intégré déjà beaucoup de bonnes choses, mais vous dites une logique buy the dip là en Europe peut se mettre en place tout à fait effectivement avec ces perspectives moyen terme qui sont rehaussées, quoi. Oui, parce que alors c'est l'Allemagne, mais ça nous dit quand même que on va pas revenir dans les erreurs du passé de resserrement budgétaire trop rapide. On sait qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels il faut faire de l'investissement. Et donc, on commence à mettre en place les outils pour y arriver. Voilà, en France, il y a ce produit d'épargne pour financer la défense. On peut penser qu'on aura un certain nombre d'autres initiatives. Il y a la capacité de financer ça domestiquement. Il y a beaucoup d'épargne domestique. Investi de manière très peu risquée. Et donc, on peut avoir un cercle vertueux qui se met en place. Je pense qu'avec le rapport Draghi, on est rentré dans une phase, en septembre dernier, on est rentré dans une phase de prise de conscience chez les dirigeants européens, dont on voit une nouvelle manifestation sur ces questions de défense et qui peut être porteuse sur plusieurs années. Bon. Qu'est-ce que ça change pour les actifs européens ? Alors, l'euro, la devise... Le refuge ultime qui reste évidemment l'obligation souveraine allemande, le Bund, mais qui sera peut-être traité de manière différente demain. Je ne sais pas si l'Allemagne doit s'endetter à 70-75% de son PIB. Ça peut changer aussi des choses pour le Bund, par exemple, en tant qu'actif refuge. Oui. Ce que les investisseurs ont en tête aujourd'hui, c'est en gros, on va augmenter l'endettement. Donc les taux d'intérêt devrait mécaniquement monter. Quelque chose qu'il faut savoir, c'est que le Bund aujourd'hui, comme actif refuge, c'est un actif très rare. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas assez, en fait, au final. Donc, ça pourrait, en fait, pousser encore plus la vue sur le Bund comme étant actif refuge à être utilisé un peu plus comme actif refuge. Et ça rejoint le point de l'euro. C'est-à-dire que la question que se pose aujourd'hui beaucoup d'économies sur le fait que le dollar est la valeur refuge, et c'est la devise de réserve, on peut-être assister à un petit mouvement. Il ne faut pas être sur ce domaine, pas être trop ambitieux non plus, malheureusement. C'est de réallocation vers l'euro comme actif refuge. Et ce genre de programme et le fait que l'Europe montre d'un point de vue politique qu'on peut en fait financer de façon conjointe, intelligemment sur des sujets qui mobilisent. Alors avant, c'était NGU par rapport au Covid. Aujourd'hui, c'est sur le sujet de la défense. Eh bien, en fait, ça permet aussi de renforcer la cohésion européenne et donc, en fait, de faire taire toutes les critiques sur l'euro, comme quoi c'est pas une monnaie fiable. Et on le voit, par exemple, sur les spreads de crédit. On voit que donc sur la France, le spread de crédit se resserre. Par rapport à c'est une envolée de la courbe euro, mais les spreads se sont resserrés. Voilà, c'est la même chose aussi pour l'Espagne, c'est la même chose pour l'Italie. On est vraiment dans les zones basses. C'est la même chose pour la Grèce également. On est dans des zones basses sur les spreads de crédit. Et cette dynamique-là, si elle continue de s'enclencher, on peut en fait assister quelque part à cette réallocation des actifs de réserve vers plus d'actifs européens. Et par rapport à la réallocation, US versus Europe, on peut aussi citer le Fund Management... L'enquête BOFA, bien sûr, spectaculaire, voilà, au mois de mars. 75% des répondants qui annoncent avoir réalloué des US vers l'Europe. J'ai vu le positionnement des investisseurs donc exposés aux actions américaines sur le mois de mars dans ce sondage mensuel de BOFA, c'est moins 40 points. Et à l'inverse, le positionnement des gérants de fonds exposés aux actions européennes, c'est plus 30 points. Oui. De l'histoire du sondage, visiblement, ça n'est jamais arrivé. Une rotation de flux ou de positionnement aussi important. Et du coup, ça montre quelque part ce changement quelque part
au-delà juste d'une seule annonce, c'est vraiment le changement de vision sur l'Europe en se disant, en fait, l'Europe, oui, elle peut être cohérente, ça peut construire un ensemble qui est viable dans le temps et sur lequel je peux utiliser comme actif. C'est pas juste, on veut sortir des US parce qu'on est trop concentré, que c'est trop lourd, c'est aussi parce qu'il y a quelque chose d'attractif en face. Voilà, exactement. Parce qu'en fait, on a connu des épisodes passés où on voulait sortir des US, mais il n'y a pas d'alternative fiable. La Chine pousse pour les DTS, les droits de tirage du FMI, parce que sa devise n'est pas 100% librement convertible. L'Europe, on a toujours douté de cette fragmentation, donc il n'y a pas de... Il y a toujours eu ce sujet-là. La part de l'euro dans les réserves de change n'a pas beaucoup évolué. Ce qui a beaucoup bougé, c'est la part de l'or dans les réserves, dans les réserves des banques centrales qui a remplacé un peu de dollars. Et là, ce qui s'est passé ces derniers temps, quelque part, l'a plutôt justifié. Je pense que un certain nombre de pays émergents, et certainement les pays émergents non alignés, disons, étaient déjà conscients que les dollars, c'était pas tout à fait sûr pour eux. Depuis juin l'an passé, avec le gel, en tout cas des avoirs en euros russes, et surtout l'utilisation des revenus de ces derniers pour payer la guerre en Ukraine, quoi. Payer la guerre en Ukraine, a montré que les euros, c'était pas sûr non plus. D'où or et d'où crypto, on l'a fort vu l'an passé. L'or tient, crypto moins. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce système monétaire international diversifié est clairement une réalité. Maintenant, le roi dollar a encore de beaux jours devant lui. Là, je ne m'inquiéterai pas pour ce sujet. Maintenant, paradoxalement, on peut faire le lien entre ce qui se passe. N'oublions pas que ce qui fait la force d'une devise, c'est aussi bassement la force de son armée. On l'a vu il y a 100 ans avec ce passage de relais entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Si l'Europe se réarme, si l'Europe est un acteur militaire de premier plan demain, c'est peut-être quelque chose qui nous permettra... C'est un actif qui compte, sans doute dans l'appréciation d'une devise. Il nous reste quelques minutes, tour de table sur, en termes d'investissement. Alors, encore une fois, il y a de l'enthousiasme sur l'Europe, il y a de la défiance sur les États-Unis. Le marché reflète déjà en partie cette situation. Ouais. On a une correction de 10% sur les indices américains, une envolée des actifs européens, et pas que depuis 15 jours. Hein. Le DAX, ça fait quand même des mois que ça monte. L'euro se réapprécie également. Il y a la question un peu tactique. Est-ce que ce serait légitime d'avoir une normalisation un peu de tout ça? On vendrait un peu la nouvelle. Et puis derrière ça, qu'est-ce qu'on a envie d'avoir en portefeuille demain dans cette situation qui a un peu évolué quand même? Vous évoquiez le cas de normalisation, c'est clairement ce qu'on fait en termes d'asset allocation. C'est-à-dire que finalement, l'asset allocation qui prévalait en début d'année, et certainement chez nous, qui était le long US equity, le court Europe, c'est quelque chose qu'il a fallu neutraliser. Alors, est-ce que c'est le moment de passer long Europe, court États-Unis? J'estime que c'est peut-être encore un peu prématuré. Je pense qu'il y a un re-rating justifié, il y a une prime de risque qui peut être retirée pour l'Europe compte tenu des développements qu'on a eus. Maintenant, nous, on n'a pas encore fait le pas de passer en surpondération de l'Europe par rapport aux États-Unis. Il y a des problèmes à court terme qui arrivent pour l'Europe, ne serait-ce que les tarifs de l'avril, etc. Il y a Julien encore... Pierre l'a justement mentionné. Avant d'avoir déployé les 500 milliards d'euros d'infrastructures en Allemagne, Et en attendant, on a une situation sur l'emploi qui se détériore, une croissance qui reste quand même relativement en berne sur la zone. La France, ça va patiner au premier trimestre et partout ce sera un petit peu difficile. Donc prudence, par contre sur l'obligataire, je pense que ce qui s'est passé sur les taux en Europe est quand même particulièrement attrayant. Moi quand je vois aujourd'hui les OAT à 3,5 et ainsi de suite, c'est quand même plutôt alléchant, même si on pourrait avoir des tensions liées en tout cas au déficit budgétaire ou aux tensions politiques, mais sur l'obligataire, là je pense qu'il y a certainement un repositionnement à opérer sur l'Europe très clairement. Julien Pierre. Nous, on était en début d'année déjà surexposés sur l'euro, à la fois parce que on pensait que sur la croissance, on aurait un peu de mieux, pas par anticipation nécessairement des mesures en Allemagne, mais et surtout parce qu'on trouvait le marché américain très cher et pricing un scénario un peu idéal. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est une position qu'on maintient parce que le marché américain, il est un peu moins cher, mais il reste quand même assez cher. Il y a quand même des inquiétudes sur la croissance américaine, mine de rien, puis des effets un peu de loupe. Bien sûr. Un des facteurs de soutien de l'économie américaine, c'était l'effet richesse. Entre ce qu'on voit sur les cryptos et le marché américain, l'effet richesse, il pourrait un peu jouer dans l'autre sens. Donc voilà, on reste un peu prudent sur le marché américain, plus exposé sur l'Europe. Pas forcément encore à rajouter sur l'Europe parce que il y a eu beaucoup de bonnes nouvelles. Puis ça a monté. Ce genre d'écart de performance entre les US et l'Europe, il est sur si peu de temps.
C'est plutôt suivi de consolidation après, mais effectivement, voilà, si on a des corrections, on en profitera. On a, nous, un peu remonté les expositions au Japon, qui n'a pas fait grand-chose depuis un certain temps et qui a une dynamique économique quand même encore assez favorable. On le voit, voilà, cette sortie de déflation, elle veut dire aussi que pour la croissance des résultats, c'est mieux. Puis il y a une histoire un peu de gouvernance sur les entreprises japonaises qui est intéressante. Meilleure allocation du cash. On aime, voilà. Et par contre, c'est vrai qu'en exposition globale aux actions, on reste quand même un peu prudent parce que on va voir ce qui se passe le 2 avril. Je comprends. Ça peut générer pas mal de volatilité. Sur la partie crédit, tôt justement, un mot du crédit high yield. Les spreads ont bougé un petit peu quand même aux États-Unis. Ça reste totalement dans des zones connues, contrôlées, maîtrisées, ou c'est déjà un petit canari de quelque chose? Non, en fait, il y a un écartement qui n'est pas, on n'est pas en mouvement de panique. Mais il y a quand même des choses intéressantes à noter. C'est que, en gros, c'est comme sur le marché action, le high yield américain a presque toujours surperformé le high yield européen. Et là, en fait, on voit cette tendance inversée. Et donc, le high yield, en fait, on pense souvent que les high yield, c'est des entreprises qui sont plutôt avec un levier financier important, qui ont des besoins de refinancement, et en fait, on pense souvent que parce que les taux d'intérêt sont élevés, que le high yield va souffrir. Et en fait, alors que la réalité du marché du high yield, c'est beaucoup plus lié à la croissance. Et en fait, on peut lier cet écartement à l'incertitude sur la croissance américaine qui s'est installée avec les surprises économiques aux US qui ont surpris en termes d'enquête à la baisse. Donc c'est ça en fait qui peut traduire cela. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de visibilité en fait sur les US. Bien sûr, il n'y a pas de visibilité sur l'Europe, mais il y a certains secteurs qui sont beaucoup moins exposés, on va dire, à cette guerre commerciale, sur laquelle qui sont écartés. Vous m'excuserez l'expression, par sympathie. Oui, on l'utilise souvent, oui, bien sûr. Et du coup, en fait, sur lesquels il y a des points d'entrée. Il y a des points d'entrée. On voit aussi que la hausse des taux a impacté négativement le secteur immobilier, alors que globalement, les entreprises sont beaucoup désendettées, ils ont beaucoup vendu d'actifs pour rendre leur bilan plus solide. Du coup, ce sont des points d'entrée plutôt intéressants sur ce marché-là. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Zakaria Darwish, CPR Asset Management, Julien-Pierre Nouhan, Lazare Frères Gestion et Vincent Juvin, JP Morgan Asset Management. C'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des actions chinoises qui sont portées par un nouveau souffle depuis quelques semaines et quelques mois. Nous en parlons avec un spécialiste des marchés actions asiatiques et chinois, Sébastien Djaoui, qui est à mes côtés en plateau, gérant actions asiatiques à la financière de l'Échiquier. Bonsoir Sébastien. Ravi de vous accueillir et de vous retrouver pour parler de la Chine. Je vous propose un exercice un peu difficile. Bon, on est 5 ans après le Covid, c'est vrai qu'il y a plein de papiers qui nous rappellent effectivement ces 5 années passées et surtout l'année 2020. 2020, c'est l'année où les investisseurs globaux désertent la Chine. C'est-à-dire qu'on laisse la Chine avec Jack Ma en prison, ou en tout cas qui disparaît. On se souvient également d'un moment clé, fin 2020, où Ant Financial, la grande société financière d'Alibaba, d'ailleurs, devait rentrer en bourse. Ça devait être le succès phénoménal des introductions en bourse chinoises, stoppé, je crois, 2 jours avant par le pouvoir politique. Et donc, tous les investisseurs globaux désertent la Chine à ce moment-là. Et puis, 5 ans après, il y a à peine quelques semaines de cela, on retrouve Xi Jinping entouré de tous les patrons de la tech, un peu comme Trump le fait à Mar-a-Lago, et le retour de Jack Ma, etc. Et on se dit, c'est une Chine complètement différente. Qu'est-ce qui s'est passé en 5 ans, Sébastien ? Donc 2020, c'est vraiment le point de départ. C'était un exemple. Pendant le Covid, le marché était fermé, la Chine était fermée, et le marché, en 2020, a fait plus de 17%. Mais le point vraiment central, c'est octobre 2020, où Jack Ma fait un discours, et il va critiquer concrètement la politique et le système financier. C'est octobre 2020. Début novembre, on doit avoir l'IPO de Ant Financial, qui doit être la plus grande IPO mondiale, 35 milliards. Et 2 jours avant l'IPO est annulé. Décision de Pékin, à la surprise de monopole. La raison officielle, c'est monopole, régulation et monopole.
Donc à partir de là, on passe en 2021, et là, il y a quelque chose de tout à fait nouveau qui arrive en Chine, c'est qu'on a ce qu'on appelle la prospérité commune qui se met en place par Xi Jinping, et la fin de l'animal spirit qui arrive, dans le sens où un mouvement de régulation assez important va être mis en place. Et en fin de compte, la régulation va être très dure envers l'entreprise privée. L'idée, c'est que, selon moi, Xi Jinping, il n'est pas contre l'entreprise privée. Sauf qu'il est dans une logique de dire que l'entreprise privée ne doit pas être au-dessus du parti, au-dessus du gouvernement, et ne pas avoir d'influence politique. Ce que Jack Ma avait un peu fait en critiquant le gouvernement. Il s'est vu dépasser par, on appelait ça les BATX à l'époque, c'est ça, Baba, Baidu, Tencent. Exactement. Il a vu le risque de se faire dépasser par ces boîtes-là. Complètement. Il a vu qu'il allait se faire dépasser. Et là, on va dans une vague de régulation assez incroyable, liée au secteur Internet, la sécurité des données. Voilà, il a senti qu'il perdait vraiment la main sur beaucoup de choses. Et tout 2021, c'est dans le secteur boursier. Donc la bourse fait moins 18. Les jeux vidéo, l'éducation, tout passe c'est de la régulation. C'est vraiment de la régulation arbitraire. Et là, à partir de ce moment-là, on commence à avoir un marché baissier assez fort sur la bourse chinoise, qui va durer jusqu'à 2022, parce que ne pas oublier qu'en 2022, l'économie est toujours fermée pour le Covid. Et 2022, il y a parallèlement à cette réglementation, à cette prospérité commune, il y a aussi un nettoyage politique qui est mis en place par Xi Jinping pour asseoir son pouvoir. En fin de compte, fin 2022, il est réélu pour 5 mois à la tête du parti, chef des armées, et début 2023, président pour la 3e fois. Donc en fin de compte, cœur du parti, c'est ça, voilà, comme on dit. Cœur du parti. Cœur du parti. Cœur du parti. Et en fin de compte, il va céder. On va commencer bien sûr fin 2022 à avoir des protestations. Le peuple va commencer à se rébeller. Et novembre 2022, il va réouvrir, entre guillemets, il va arrêter les tests Covid. Et début 2023, il va réouvrir le pays avec l'extérieur. Voilà. Donc, on a eu vraiment 2021-2022, 2 années noires où la bourse fait moins 17, moins 18%. On rentre dans 2023 et je pense que là, c'est là où Xi Jinping se trompe. Il pense qu'avec quelques petits plans de stimulus, parce qu'il y en a toujours un peu, des annonces, l'économie va repartir. La bourse fin 2022, la confiance va revenir. La confiance va revenir. Mais finalement, il oublie que en fin de compte, l'animal spirit n'est plus là, l'entrepreneur. Les entreprises privées, c'est 60% du PIB en Chine, c'est 70% de l'innovation, de la dépense dans l'innovation et recherche, c'est 80% des jobs dans les villes, et c'est 90% de la création d'emplois. Donc, il passe à côté, il doit se dire, je n'ai pas besoin de l'entreprise privée pour que mon économie soit prospère et qu'il y ait une prospérité commune. Entre-temps, l'économie domestique, l'immobilier qui a commencé à corriger en 2021, ça devient... s'effondre complètement. Et la consommation s'effondre. Et parallèlement, alors on n'en parle pas beaucoup, mais c'est là, en fin de compte, la genèse qui est un rappel de 2015. Mais en parallèle, il continue à être dans l'innovation et la recherche. Et c'est là où, en fin de compte, les investisseurs ont ignoré la Chine. Quelque chose qui avait été mis en place en 2015, qui s'appelle le Made in China 2025. Et là où il faut de temps en temps lire les bouquins et lire ce que dit Xi Jinping, parce qu'il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit. Et en fin de compte, donc, parallèlement à cette économie domestique très morose, il continue à subventionner l'innovation, la recherche. Il garde des poches comme ça d'innovation sur lesquelles il ne lâche pas. Parce que Made in China, c'était vraiment de dire on doit être compétitif technologiquement et on doit être de plus en plus indépendant par rapport à l'étranger, par rapport aux pays extérieurs. C'était déjà un peu la guerre, la première guerre Trump numéro 1
commercial. Bon, il faut qu'on avance un peu. C'est 2024, l'élection américaine, évidemment. Et puis, venons-en à 2025. Voilà. Enfin, même fin 2024, on retrouve Xi Jinping entouré, le retour de Jack Ma, les patrons de la tech, le moment DeepSeek, etc. Et donc, c'est là où il y a certains patrons qui racontent le fait de ne pas avoir mis un pied en Chine pendant plusieurs années nous a fait perdre peut-être la conscience de ce qu'ils étaient capables de faire en matière d'innovation. Et donc, DeepSeek nous éclate à la figure, la biotech nous éclate à la figure, et on se dit, mais mince, non seulement ils sont là, mais ils sont peut-être devant nous. Exactement, donc il tient tout 2024, l'élection de Trump, première baisse de la Fed. Il fait un plan de relance classique, mais assez gros, en septembre-octobre 2024, quasiment de 4% du PIB. Donc là, la bourse A et la bourse de Hong Kong explose à la hausse, mais tout de suite on revient au travers, ça fait comme quoi, voilà, ça fait pchit. Et là, mi-janvier, on a un week-end où on a des informations sur une petite start-up qui s'appelle DeepSeek, qui fait en fin de compte du trading quantitatif boursier, dont les profits sont faits pour investir dans ce langage, ce LLM de l'intelligence artificielle, en open source. Et là, en fin de compte, c'est le point de départ d'une nouvelle phrase qu'on pourrait dire, c'est qu'il n'y a pas de... Il faut de la prospérité privée pour avoir de la prospérité commune. C'est-à-dire qu'il faut... Sans prospérité... Donc l'équation, c'est un peu allongé. On veut la prospérité commune, mais ça passe par de la prospérité privée. Et ça vient de l'entreprise privée. Et du secteur privé. Il s'est aperçu qu'il avait tué l'entrepreneuriat, ou qu'il prenait le risque de tuer l'entrepreneuriat. J'ai vu le nombre de boîtes de VC, tout s'est effondré. Tout s'est effondré. Mais vraiment, DeepSeek, c'est vraiment ça. C'est des gens privés qui investissent, qui gagnent de l'argent pour ensuite... En open source, parce que maintenant aujourd'hui, DeepSeek est utilisé partout dans toutes les grandes sociétés. Et la puissance du parti, c'est de diffuser DeepSeek à une vitesse grand V dans toutes les boîtes, les hôpitaux, les écoles, les facs, dans toutes les entreprises chinoises. Donc on peut avoir une prospérité d'entreprise privée pour l'intérêt commun. Il nous reste 2 minutes pour parler d'investissement, Sébastien. Ça veut dire quoi? On est sorti du bear market en Chine. On peut repartir sur un cycle haussier sur les actions chinoises. Question, et comment vous conduisez des investissements sur les actions chinoises pour le compte des clients aujourd'hui? 2 choses en Chine, on était complètement déprimé en termes de valorisation. Il y a, selon moi, une question un peu plus structurelle qui fait que maintenant, la Chine, c'est pas juste du manufacturing et des effets d'échelle, c'est de l'innovation, donc venir en compétition avec les Américains. Donc, selon nous, il y a un re-rating structurel qui s'est mis en place par rapport à cette nouveauté. Donc, on est passé quasiment de 8 fois price earnings à 12 fois aujourd'hui. Après, les problèmes domestiques sont toujours là. Il y a des améliorations. Est-ce qu'on va aller sur 14 fois? Est-ce qu'on a le re-rating cyclique qui va arriver? On va suivre, bien sûr, tout ce qui est lié à la consommation. Nous, dans la gestion que nous avons ici, chez LFDE, on gère sur la Chine autour de 4 thèmes, qui sont les leaders nationaux, qui sont, bien sûr, les sociétés innovantes, qui sont là sur l'ensemble de la supply chain, entre guillemets, au sens large, batterie, EV, la robotique, les humanoïdes. La nouvelle tendance de consommation chinoise... Mais juste, leaders nationaux, ça veut dire pas forcément les leaders globaux, ou ceux qui ont l'ambition, pas ou avaient forcément l'ambition. globaux. BYD est l'exemple un peu qui répond pas à ce critère, mais disons que le point de départ, c'est les leaders nationaux, qui ensuite, éventuellement, s'y arrivent à faire une place globale, vu les contraintes politiques qu'il y a. Donc, leaders nationaux, innovation, nouvelle tendance de consommation. On a encore eu la semaine dernière des informations sur beaucoup plus de soutien dans le service, qui est quelque chose qui est très nouveau en Chine. C'était beaucoup plus la consommation de biens. Là, c'est le service de la naissance jusqu'à la vieillesse, le tourisme, les vacances au ski, enfin plein de choses qui gravitent. Et le 4e point qu'on avait commencé à voir il y a 2 ans, c'est aussi, et là c'est les leçons du Japon, le retour à l'actionnaire. Qui arrive... Alors, doucement. Il y a des pratiques d'entreprise qui changent en Chine. Dans les sociétés d'État, mais vraiment de façon mesurée. C'est beaucoup plus clair dans les grosses sociétés d'Internet et e-commerce chinoises. Mais le retour à l'actionnaire, la rentabilité du capital, le share buyback, le dividende est quelque chose qui est assez important. Est-ce qu'il peut réattirer des investisseurs globaux grâce à ça? Les Américains ne sont pas là. Les Européens, un petit peu. Ce sont les Chinois domestiques qui font le marché actuellement. Est-ce que c'est un trade ou un investissement? Réponse, oui, on verra. Bon, puis c'est ce qui rend le métier passionnant. Merci beaucoup à Sébastien. Sébastien Jaoui sur la Chine, gérant action asiatique à la Financière de l'Échiquier, qui était l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.